Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire qui va traiter de l'économie circulaire en plasturgie et nous allons essayer ici de vous donner une petite introduction à ce sujet. Mais avant de rentrer dans le vif de la présentation, nous allons passer par une petite introduction qui va resituer un petit peu le sujet dans son contexte. Donc le premier transparent que vous voyez ici est intitulé Une nouvelle ère géochronologique. Donc en haut à droite, vous voyez un graphique que vous avez probablement déjà vu qui traite de l'évolution de la température des océans mesurée par l'Agence nationale des océans d'Amérique. Donc évidemment, ce graphique illustre le réchauffement climatique. Vous voyez qu'il commence à peu près en 1910 où les températures sont plutôt bleues, finit en 2017 où les températures évidemment sont beaucoup plus rouges et on voit qu'on a une amplitude de température d'environ 1 degré sur l'ensemble du siècle, qui est évidemment majeure. Sur le graphique en bas à gauche, vous voyez cette fois-ci l'évolution de la température moyenne annuelle à Ambérieux, qui est de la sous-préfecture de l'Ain, proche de là où est implanté notre centre technique industriel. Alors ce graphique ici est beaucoup plus intéressant puisqu'il nous concerne au premier chef et vous voyez qu'on retrace l'évolution des températures depuis environ 1940 jusqu'à 2018. Donc ici aussi, ce qui est important de noter, c'est que l'évolution des températures va du bleu vers le rouge. On y retrouve certaines dates que l'on connaît, par exemple 1947 ou 2003, qui étaient des années de canicule, mais on constate évidemment que le rouge devient de plus en plus présent avec le temps qui augmente. Donc on retrouve ici le phénomène de redondance de canicule et il est important de noter qu'on a une hausse globale de plus 3 degrés entre 1941 et 2018 en termes de moyenne de température, ce qui est évidemment considérable. Alors, vous voyez également dans le titre qu'on utilise le mot anthropocène. Alors, anthropocène, c'est le nouveau nom qui est donné à l'ère géologique actuelle et vous reconnaissez évidemment anthropos, qui est l'homme, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans une ère géologique qui a été modifiée par l'homme. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'ère géologique ici? Simplement parce que l'évolution de la température augmente la quantité d'un certain isotope de l'oxygène dans l'air qui change la composition des roches de la planète. Le deuxième graphique que vous voyez ici est issu d'un rapport qui a été publié en 2016 par WWF et qui donne l'évolution de la masse d'animaux, donc la masse en kilos, de la masse d'animaux depuis 1970. Donc vous voyez que ce graphique montre très bien qu'on a perdu énormément d'animaux en masse sur l'ensemble de la planète. On en est à peu près à moins 58%. Et si l'évolution continue d'ici 2020, c'est-à-dire l'an prochain, il est prévu d'avoir moins 67% de masse d'animaux depuis 1970. Alors il faut voir également que les animaux ne disparaissent pas à la même vitesse en fonction de leurs espèces. Vous avez les vertébrés qui vivent sur Terre ont perdu moins 38%. Les batraciens, par exemple, donc tous les animaux qui vivent essentiellement en eau douce, on en a perdu à peu près 80% depuis 1970. Et les poissons d'eau marine, on en a perdu à peu près moins 40% depuis 1970. Donc évidemment, c'est ce qu'on appelle l'effondrement de la biodiversité. Alors cet effondrement a été repris récemment dans les médias, notamment lors de la publication du rapport de l'IPBES, qu'on appelle la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité. Alors c'est un rapport qui est extrêmement détaillé. Vous pouvez le télécharger sur Internet. Vous avez ici sur la gauche la première page du rapport qui concerne l'Europe. Alors il est effectivement très documenté puisqu'il contient plus de 800 pages, mais je vous invite vraiment à sa lecture parce qu'il est extrêmement intéressant. J'en ai tiré un graphique que vous voyez ici sur la droite, qui est un graphique qui illustre la décroissance ou l'effondrement de la population des oiseaux des prés en Hollande. Vous voyez qu'on passe d'un indice environ à 170 en 1960 à environ un indice de 50 en 2019, c'est-à-dire une division par un facteur 4 de la population des animaux, des oiseaux des prés en Hollande.
Alors évidemment, tout ça, ça a une origine qui est commune, hein, qu'on parle de réchauffement climatique ou d'effondrement de la biodiversité, et l'origine est évidemment l'activité humaine. Alors, les graphiques que vous voyez sur ce transparent illustrent cette activité humaine de diverses manières. Tout d'abord, sur la droite, sur la gauche, vous avez l'évolution de la population mondiale de 1965 à l'âge actuel qui est représenté par cette petite ligne verticale fine jusqu'en 2035, ce qui est évidemment des pronostics. Donc il est intéressant de noter qu'on a ici une évolution linéaire d'à peu près 3 milliards de personnes en 1965. On devrait rejoindre à peu près 9 millions d'ici 2035, sachant qu'on est à peu près à 7 milliards et quelques en 2019. Alors, ce qu'on voit également sur ce graphique, c'est que l'évolution des couleurs n'est pas identique, c'est-à-dire qu'on a une croissance de population nettement moindre au niveau de l'OCDE. Même la Chine, comme vous le voyez, a tendance à se stabiliser. Par contre, des régions du monde comme l'Afrique et l'Inde ou le reste du monde vont connaître une croissance de population majeure. Le deuxième point important à noter, c'est le graphique du milieu qui représente le GDP, donc l'évolution, si vous voulez, du pouvoir d'achat globalement de la population et de la production de la population. Donc on voit que l'OCDE est prévu de connaître une croissance, mais de loin moindre à ce que va connaître la Chine ou ce que va connaître l'Afrique. Alors au niveau de l'Afrique et de l'Inde, on ne le voit pas trop puisque c'est assez écrasé, mais ce sont des croissances qui sont notables. Ce que cela indique donc, c'est que de nouvelles populations vont avoir beaucoup plus accès à la consommation et vont vouloir l'ensemble des produits que nous consommons déjà au niveau de l'OCDE, tout en sachant que même nous, l'OCDE, nous allons vouloir toujours consommer plus et produire plus. Donc c'est cette activité humaine qui a des conséquences néfastes sur la population et sur le monde actuellement, puisqu'on n'a pas encore intégré la notion d'économie circulaire, mais on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc la conséquence est illustrée sur le troisième graphique qu'on voit donc sur la droite, qui est le graphique qui montre l'évolution de la flotte de véhicules légers dans le monde. Donc on passe à peu près, vous voyez ici en 2015, à 1 milliard et quelques de voitures, jusqu'à quasiment 2 milliards et demi en 2035. Donc on parle ici d'un doublement de la population. Et donc en 2035, nous aurons plus de 2 milliards et demi de véhicules légers, donc de voitures, sur l'ensemble de la planète. Et un très grand nombre d'entre elles, en 2035, seront encore des voitures avec un moteur à essence ou un moteur à diesel. Alors, le graphique suivant nous montre ce qu'on appelle le jour du dépassement. Alors, le jour du dépassement, c'est un phénomène qui est fortement médiatisé en France, qui est publié par ce qu'on appelle le Global Footprint Network, qui est en fait une association qui compte les émissions de CO2 et l'ensemble de la consommation des ressources naturelles de la planète. Donc vous voyez ici que le jour du dépassement, c'est le jour où l'humanité a dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut générer en une année. Alors en 1970, vous voyez que le jour du dépassement était quasiment au 30 décembre, c'est-à-dire qu'on consommait quasiment ce que la planète pouvait nous offrir par année. Et plus on va dans le temps, plus ce jour du dépassement se rapproche du 1er janvier. Alors, vous voyez qu'en 2018, le jour du déplacement mondial était le 1er août. En 2019, on est passé au 30 juillet. Donc, ce qui est intéressant également de noter sur le graphique de la page suivante, c'est que nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ce jour du dépassement. C'est-à-dire qu'en fonction des pays et des localisations dans le monde, les populations ont plus ou moins accès à de la consommation et à l'exploitation des ressources naturelles. Donc, si on prend par exemple le Vietnam que vous retrouvez tout en haut, donc à midi, le Vietnam a le jour de son dépassement à lui, le 21 décembre. Mais si vous cherchez la France, qui se trouve à peu près à 4 heures, on voit que la France avait un jour du dépassement le 5 mai en l'année 2018. Donc une très forte disparité et une très forte inégalité sur l'exploitation des ressources naturelles en fonction de la localisation des pays et de la géographie. Le troisième point qui est très important de noter, c'est donc l'exploitation de la croissance, l'exploitation des ressources naturelles mondiales. Alors, le graphique que vous voyez ici est un graphique qui est issu d'un rapport de l'OCDE qui a été publié en 2018 et qui montre la croissance
de la consommation sur certaines denrées de base. Donc, sur ce graphique, nous voyons la croissance exponentielle de la consommation de matières premières. C'est un graphique qui est publié chaque année par l'OCDE et nous avons ici la version de 2018. Donc, sur la gauche, vous voyez la croissance de la consommation de matières premières de l'OCDE. Alors en orange, on représente les ressources non renouvelables de type essence, gasoil, pétrole. Donc vous voyez que l'OCDE devrait diminuer doucement sa consommation en pétro sourcés. Par contre, d'autres matériaux, comme par exemple les métaux non, les minéraux non métalliques, devraient fortement reconnaître une croissance. On parle évidemment ici de construction, hein, donc on est essentiellement sur du sable, aussi des minéraux utilisés pour la construction. Mais on voit également que sur le métal, on va connaître une forte croissance et sur la biomasse, donc sur l'ensemble de l'agroalimentaire. La croissance est nettement plus marquée sur les BRICS et sur le reste du monde, où on voit que donc toutes ces populations qui vont fortement augmenter et qui vont avoir la capacité de consommer, va vouloir avoir accès à l'ensemble de notre société de consommation, c'est-à-dire des voitures, de l'électroménager, du téléphone. Et donc, même la consommation de pétrole va être en très forte croissance. Donc, malgré ce qu'on entend dans les médias, l'avènement de la voiture électrique ne va pas empêcher une très forte croissance dans le futur du commerce des voitures à combustion interne. Et il est marqué en bas, vous voyez que la demande globale en ressources naturelles devrait croître d'environ 86% dans les 40 prochaines années. C'est-à-dire que si on était au jour du dépassement au mois d'août, eh ben, on va finir d'ici quelques années à avoir un jour du dépassement qui va plutôt s'approcher de Pâques. Alors, vers où on va avec toutes ces valeurs? Ben évidemment, on va vers le CO2, puisque c'est quand même le CO2 qui nous pose le plus de problèmes actuellement en termes de réchauffement climatique. Et le graphique que vous voyez ici, qui est issu également du rapport de l'OCDE, montre la corrélation entre activité économique et émissions de CO2. Donc on parle ici de pronostic d'émissions de CO2 exprimé en gigatonnes CO2. Donc, vous voyez qu'en 2011, on était à peu près à 40 gigatonnes et il est pronostiqué que d'ici 2060, c'est-à-dire d'ici une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années, nous serons à quasiment un doublement de l'émission de CO2 par rapport à 2011. Et ces émissions de CO2 viennent évidemment du transport, hein, c'est la ligne rouge que vous voyez tout en bas, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le transport est nettement moins émissifs en CO2 que d'autres activités humaines qui sont notamment reliées à l'exploitation et à l'utilisation des matériaux. C'est la flèche rouge que vous voyez sur la droite où on indique qu'environ 65% des émissions de CO2 sont dues à l'utilisation de matériaux. Et par utilisation, on parle d'extraction, de purification et d'utilisation dans des produits. Donc, à noter que cette extraction et cette utilisation des matériaux est fortement émettrice de CO2 et c'est là que le domaine de la plasturgie peut avoir une influence très importante sur l'évolution donc de la planète. Alors, comme vous vous rappelez, en 2015, il y a eu la COP 21 à Paris qui a donné lieu à la signature des accords de Paris au mois de novembre 2016, donc quasiment un an après. L'objectif était à l'époque d'essayer d'avoir le maximum de pays autour de la table et de signer des mesures qui auraient pour objectif donc de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Donc vous comprenez que l'introduction que nous venons de voir avait pour objectif de revenir, de pouvoir expliquer les accords de Paris. Donc, ces 196 pays qui ont signé les accords de Paris ont montré une bonne volonté quant à la limitation de l'augmentation de la température, mais vu qu'on est ici qu'à un début d'une initiative, de manière à avoir le maximum de pays qui signent, les accords de Paris ne sont pas contraignants. Et on a laissé aux différentes nationalités, aux différents pays, la possibilité de choisir ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, les CDNN. Alors ça veut simplement dire que chaque pays a pu choisir des engagements sur lesquels ils se sont positionnés sans aucune obligation. Et ce qui est intéressant de noter, c'est vu qu'il n'y a pas de cohérence globale sur ces accords de Paris, on a des effets
relativement contradictoires sur ces CDNN. Et je vous invite à regarder le tableau en bas qui est en anglais malheureusement. Mais si vous regardez au niveau de l'Europe, une des mesures de l'Europe, c'est de ne pas avoir d'expansion de la puissance nucléaire, de manière à pouvoir limiter les émissions de carbone. Et contrairement à ça, la Chine, elle, promet de quadrupler la production d'énergie nucléaire d'ici 2030 pour le même effet. Donc, je vous montre simplement cet exemple pour vous illustrer le fait que les accords de Paris ont été signés, mais malheureusement, elles ne convergent, ou ces accords ne convergent pas nécessairement vers une cohérence globale qui va pouvoir avoir des effets positifs sur une limitation du réchauffement climatique. Et ceci a été calculé par des scientifiques du MIT, qui est une école d'ingénieurs aux États-Unis. Et ce sont les graphiques qu'on voit ici. Donc, ce qu'ont fait ces scientifiques, c'est simplement étudier les différents engagements nationaux de tous les pays et essayer de les transformer ou de comprendre l'influence qu'ils vont avoir sur la consommation en énergie, sur les émissions de CO2 et au final sur l'élévation de la température globale de la planète. Donc c'est les trois graphiques que vous voyez sur ce transparent-ci. Donc en haut à gauche, on voit la consommation globale d'énergie qui va être multipliée quasiment par 50% d'ici 2050 si on suit les engagements de Paris. Les émissions de CO2 vont quasiment doubler si on suit donc ces engagements. Et enfin, vous voyez qu'au niveau des pronostics d'élévation de température, on va avoir, dans le meilleur des cas, une augmentation de 3 degrés d'ici la fin du siècle, et dans le pire des cas, selon les scénarios donc des accords de Paris, à peu près une augmentation de température de 5 degrés. Donc vous voyez qu'on est très loin des 2 degrés qui étaient l'objectif initial des accords de Paris. Et donc il y a encore énormément de choses à faire de manière à pouvoir limiter donc, les effets néfastes de ces émissions de CO2 induits par l'ensemble de l'activité humaine sur la Terre. Avec ceci, nous allons passer enfin à l'économie du plastique. Alors le premier transparent que vous voyez ici, c'est simplement la production annuelle de plastique vierge sur l'ensemble de la planète. Donc ce sont des valeurs qui sont publiées par Plastics Europe chaque année. Donc vous voyez qu'au niveau mondial, on est passé de 335 millions de tonnes de résine vierge produites sur l'ensemble de la planète à 348. Donc vous voyez ici une croissance. Donc on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que l'activité humaine induit une croissance qui est loin d'être négligeable ici sur une année. Et au niveau européen également, on est passé d'une production d'environ 60 millions de tonnes à quasiment 65 millions de tonnes, c'est-à-dire quasiment 10% en plus sur une année. Le transparent suivant est un transparent qui fait un petit peu froid dans l'eau quand on y réfléchit. On l'a mis là exactement pour pouvoir le comparer au transparent précédent. Donc, vous vous rappelez, transparent précédent, on a parlé d'environ 350 millions de tonnes de plastique vierge produit. Et ici, nous voyons la production de déchets de plastique annuels. Et on retrouve en 2015 une production de déchets d'environ 300 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'on produit chaque année à peu près autant de déchets plastiques que de résine vierge. Et il y a évidemment ici l'identification d'un problème notable, du moins d'un problème qui est relatif à la non-existence encore d'économie circulaire dans l'économie mondiale du plastique. Ce qu'on peut voir également sur ce graphique-ci, c'est qu'une très grande partie des résines qui finissent en déchets, donc on parle des polyoléfines, des polyesters et du polystyrène par exemple, et ben, toutes ces résines-là sont bien recyclables. Par contre, elles finissent en déchets et la plupart du temps ne sont pas recyclées. Donc, nous avons ici un transparent qui parle cette fois-ci de la plasturgie, donc les transformateurs de plastique en Europe. Donc, on voit ici la consommation de résine de la plasturgie européenne qui est environ à 51 millions de tonnes. Le plus grand consommateur en termes de plasturgie, c'est l'Allemagne, donc qui consomme à peu près 25% des résines européennes. Et la France se situe en troisième consommateur avec une plasturgie qui consomme environ 10% de la demande globale européenne. Alors 10% de 50 millions, ça fait à peu près 5 millions, ce qui est à comparer au transparent suivant, qui représente la production de déchets plastiques en France. Donc vous avez vu tout à l'heure que les plasturgistes consomment à peu près 5 millions
en France 2 tonnes de plastique. Et vous voyez sur ce transparent-ci que nous produisons environ 3,4 millions de tonnes post-consumer, c'est-à-dire post-consommation au niveau national. Donc ici aussi, une création de déchets qui n'est pas si loin de la consommation en résine de la plasturgie. Le graphique ici montre le destin de ces déchets en plastique qui sont produits en France. Donc vous voyez qu'environ 23% sont recyclés, 44% sont incinérés avec de la récupération d'énergie. On parle ici de valorisation énergétique et environ 33% sont enfuis en décharge chaque année, ce qui représente évidemment des volumes colossaux. Les tendances aussi sont importantes à retenir, c'est-à-dire que le recyclage connaît la plus forte tendance à la hausse sur l'ensemble de ces trois destins. La récupération d'énergie par l'incinération connaît une croissance d'environ 30% sur les 10 dernières années et vous voyez que l'enfouissement commence à décroître fortement. Alors, il est temps maintenant de parler un petit peu d'économie circulaire, mais avant ça, il faut souligner ce qu'est l'économie linéaire, puisque jusqu'à présent, sur cette présentation, on a parlé beaucoup d'exploitation de ressources et très peu de circularité. Donc, l'économie linéaire est représentée par ce graphique ici. Elle consiste à consommer des ressources naturelles, qu'elles soient vivantes, minérales ou biologiques, à les extraire, les transformer, les distribuer évidemment dans des magasins vers la consommation et l'utilisation, et au final, la plupart du temps, vers la création de déchets qui ne sont pas valorisés. Donc on fait vraiment de l'extraction vers plus ou moins de la mise en décharge. Le concept d'économie circulaire est illustré sur ce graphique ici, qui a été publié par l'ADEME, donc l'Agence nationale pour l'environnement. Et vous voyez ici que le concept d'économie circulaire est basé sur trois domaines d'action qui sont la gestion des déchets, l'offre des acteurs économiques et la demande et le comportement des consommateurs. Et enfin, ces trois domaines d'action sont conjugués en 7 piliers fondamentaux. Ces 7 piliers sont l'approvisionnement durable, l'éco-conception, c'est-à-dire produire des biens qui vont être faciles à recycler et qui utilisent le moins possible de ressources. L'écologie industrielle, c'est-à-dire chercher de la symbiose au niveau du parc industriel environnant. L'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire un trou dans un mur, vous pouvez acheter une perceuse ou acheter la capacité à faire un trou, ce qui est fondamentalement différent. Dans le deuxième cas, vous allez pouvoir louer par exemple une perceuse ou acheter une perceuse en groupe. La consommation responsable, ça c'est du côté du consommateur. Donc on parle évidemment de l'achat, de la consommation collaborative et de l'utilisation. L'allongement de la durée d'usage, qui est un problème fondamental actuellement et qu'on commence à retrouver dans certains textes de loi ou projets de textes de loi. Et enfin, le recyclage, dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, de manière à pouvoir transiter d'une économie linéaire vers une économie circulaire, nous avons besoin d'un peu plus de réglementation et c'est le sujet que nous allons traiter dans les transparents suivants. Donc, au niveau de la genèse des différents textes de loi et textes réglementaires dont nous allons parler, beaucoup d'entre eux trouvent source dans la COP 21 dont nous avons déjà parlé. Donc, lors de la COP 21, le gouvernement français s'est engagé et a été créé, suite à la COP 21, ce qu'on appelle le plan climat, qui était un plan global d'action gouvernementale, de manière à pouvoir promouvoir un petit peu mieux au niveau législatif le contexte écologique global, qui était aligné également avec les bonnes pratiques qui ont été suggérées par l'ONU à peu près à la même période. Et ce plan climat a donné lieu donc à la feuille de route de l'économie circulaire qui a été publiée au mois d'avril 2018, dont nous allons parler dans les prochains transparents. Alors, cette feuille de route de l'économie circulaire, publiée donc au mois d'avril, regroupe 50 mesures pour promouvoir une économie 100% circulaire, comme vous le voyez ici. Donc, cette feuille de route a été créée par une discussion entre les pouvoirs publics, les institutionnels, les industriels et les citoyens. Donc,
Elle a donné lieu à la création de 6 objectifs très distincts. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que 2 des 6 objectifs focalisent exclusivement sur les plastiques. Ils sont ici soulignés en bleu et vous pouvez voir que l'un d'entre eux consiste à tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025. C'était une promesse du président de la République actuelle lors de la campagne électorale. Et le deuxième traite de la réduction des émissions des gaz à effet de serre par l'utilisation de plastique recyclé. Nous allons revenir sur ce point un petit peu plus tard. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est peut-être important ici de donner quelques clés de vocabulaire de manière à pouvoir comprendre les différents points qui vont être soulignés. Alors, sur ce graphique-ci, qui est issu d'une présentation de 2ACR, on retrouve la genèse du plastique en haut. Donc, vous voyez que sur la gauche, on commence avec le pétrole, qui donne ensuite lieu à des monomères qui sont polymérisés pour donner des polymères. Et enfin, après compoundage, des matériaux qui sont utilisés par les plasturgistes pour créer des produits qui arrivent enfin en fin de vie, qui sont collectés, préparés ensuite pour être gérés. Alors, il y a du tri, évidemment, du broyage, du lavage, et éventuellement à la fin de la combustion, c'est-à-dire de la valorisation énergétique. Mais en termes de recyclage, on a en fait 2 types de recyclage. Le premier recyclage ici, qui est entouré par des pointillés verts, est ce qu'on appelle le recyclage chimique, donc qui permet de revenir au pétrole dans le cas de la pyrolyse ou de la gazéification, au monomère des polymères dans le cas de la solvolyse par exemple, ou de la thermolyse catalytique, et éventuellement au polymère directement si on utilise simplement de la dissolution. Sur l'ensemble de la présentation qui va suivre, nous allons parler de matières premières recyclées. Cette matière première recyclée est jusqu'à présent quasiment exclusivement produite par ce qu'on appelle le recyclage mécanique, entouré ici en orange, qui ne donne pas lieu à des réactions chimiques volontaires. Et donc, on ne va pas revenir sur des monomères ou des précurseurs chimiques, mais on va bien revenir aux matériaux, c'est-à-dire qu'on va garder les adjuvants, tous les additifs qui ont été ajoutés au polymère. On va retourner directement au matériau qui a été utilisé initialement par le plasturgiste. Et donc, on va parler de MPR pour matière plastique recyclée ou matière première recyclée. Donc, pour revenir à notre feuille de route de l'économie circulaire, sur les 50 mesures qui ont été créées, la première traite de l'incorporation de plus de MPR, donc de matières premières recyclées ou issues du recyclage, dans les produits. Alors, bien que ici, dans l'intitulé, vous ne retrouvez pas la notion de plastique, sur le texte final, donc, qui est un peu plus détaillé, il est clair que cette première mesure est quasiment exclusivement destinée à la plasturgie. L'idée était donc ici, comme vous voyez entre guillemets, susciter d'ici l'été 2018 des engagements volontaires concrets et significatifs, incluant des objectifs de volume d'intégration de matières plastiques issues de déchets. C'est-à-dire que l'État voulait à ce moment-là, donc en 2018, essayer d'inciter les acteurs de la plasturgie française à incorporer plus de matières plastiques recyclées, mais pas de manière forcée, de manière volontaire. Donc, les différents ministères, notamment le ministère de l'écologie et le ministère de l'économie, ont suscité ce qu'on appelle les engagements volontaires et 60 entreprises ont répondu à cette époque à ces engagements volontaires d'incorporation de matières premières recyclées. Donc au mois de juillet 2018, il y a eu une conférence de presse avec plusieurs industriels et les différents ministères. Et les industriels se sont engagés à ce moment-là à incorporer environ 300 000 tonnes de plus de matières premières recyclées par année d'ici 2025. Et ceci représentait environ un doublement de la consommation de matières premières recyclées à ce moment-là. Donc, ces travaux ont été faits par marché, donc le marché de l'emballage, du bâtiment, de l'automobile et des équipements électriques et électroniques. Et vous voyez les différents engagements en fonction des différents marchés. Donc, l'emballage est le marché où l'activité plasturgique qui a donné lieu à la plus forte émission d'engagement volontaire, quasiment 200 000 tonnes supplémentaires, le bâtiment 75 000 tonnes, l'automobile 12 000 et les 3 E environ 18 000 tonnes supplémentaires.
Alors, il y a évidemment beaucoup d'autres mesures. On ne va pas toutes les détailler ici, hein, puisqu'il y en a environ une cinquantaine. On va quand même en détailler quelques-unes, notamment la numéro 26, qui est importante pour les plasturgistes, qui va être d'imposer d'ici environ 2020 l'installation de filtres de récupération des particules de plastique sur les sites de production ou d'utilisation. C'est-à-dire que si vous êtes plasturgiste, chez vous, dans les ateliers, il est fort probable que vous retrouvez des granulés de plastique un petit peu partout. L'idée, c'est de mettre des filtres sur les drains de manière à éviter que ces particules ne finissent dans les canalisations d'eau pluviale, puisque ces canalisations vont ensuite probablement se déverser après traitement dans les fleuves ou éventuellement dans la mer au final. Donc l'idée, c'est d'éviter que les particules ne finissent évidemment dans la mer. Mais vous voyez qu'il y en a d'autres, notamment par exemple la numéro 25, qui est de porter au niveau européen l'interdiction de l'usage des plastiques fragmentables. D'ailleurs, ça c'est fortement en marche actuellement et cette interdiction a été mise en place très récemment. Alors, suite à la FREC, donc, qui a été publiée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, au mois de juillet 2018, le domaine de l'emballage alimentaire s'est démarqué en faisant ce qu'on appelle le pacte sur les emballages plastiques. Donc là, on parle d'un pacte qui a été signé au mois de février 2019 et ce pacte regroupe des donneurs d'ordre. Donc vous le voyez ici sur la photo en bas à gauche, des gros donneurs d'ordre de l'agroalimentaire avec certaines ONG et avec le gouvernement. Et ces donneurs d'ordre se sont engagés à incorporer en moyenne 30% de matières plastiques recyclées dans les emballages d'ici 2025 et également à atteindre collectivement 60% d'emballages plastiques recyclés d'ici 2022. Alors, vous vous rappelez qu'on vous a présenté les quantités de plastique recyclé actuellement en France. On a parlé tout à l'heure de 23%. Donc, vous voyez que le 60% ici est un engagement qui est évidemment très fort. Donc, ce pacte ayant été signé, la prochaine étape du gouvernement était la préparation de la loi économie circulaire, dont nous allons parler un petit peu plus tard dans cette présentation. Alors, entre-temps, il y a d'autres lois qui ont été votées qui sont importantes de souligner, notamment la loi dite Egalim. Alors, cette loi a été votée en octobre 2018 et faisait suite aux assises de l'alimentation qui avaient été organisées par le gouvernement. Donc, il y a dans cette loi le fameux article 28 qui traite de la mise à disposition de produits à usage unique. Et cette loi interdit donc dès le 1er janvier 2020, c'est-à-dire quasiment demain, la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, de paille, de couverts et de piques à steak, donc qui sont des éléments dont on a beaucoup entendu parler dans les médias. On parle évidemment également de couvercles à verre jetable, de plateaux repas, de pots à glace, de saladiers, de boîtes et de bâtonnets mélangeurs pour les boissons en matière plastique. Alors vous voyez qu'ici, on a donc la première série d'objets que nous connaissions, une deuxième série qui est quand même une relative surprise, qui n'est pas très médiatisée, notamment les saladiers, les pots à glace et les boîtes. C'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui mangent des pasta box, par exemple, la question se pose si ces boîtes seront encore légalement vendables dans les commerces au 1er janvier 2020, puisque ces pâtes sont contenues dans des boîtes en plastique. La même chose pour les salades à emporter et pour les pots à glace également qu'on trouve dans les supermarchés. Donc vous voyez qu'ici, la loi elle est très très rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi-là, du moins cet article-là, avait été invalidé par une autre loi qui était la loi Pacte, mais qui finalement avait été elle-même invalidée par le Conseil constitutionnel. Tout ça pour dire que cet article 28 est l'article qui fait foi actuellement lors de la mise en ligne de ce webinaire. Alors, un autre paragraphe de cet article de loi est intéressant. Pour la plasturgie, qui est au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires, de cuisson, de réchauffe et de services en matière plastique. Donc les industriels qui produisent ce genre d'éléments pour les cantines, par exemple, eh ben, il va falloir qu'ils suivent de très près les évolutions de cette loi et qu'ils fassent de la recherche pour voir éventuellement comment est-ce qu'ils peuvent contourner ou s'adapter à ce nouvel article de loi. Et il faut savoir que d'autres produits sont visés, comme par exemple les bouteilles d'eau plate en plastique qui vont être à partir du 1er janvier 2020 interdits dans le cadre des services de restauration collective scolaire. C'est la dernière ligne de ce transparent. Alors, suite à cette loi, une autre loi
est actuellement en genèse, qui est la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire. Alors cette loi fait suite évidemment à la loi Egalim dont on vient de parler, mais est également le côté législatif de la FREC, donc de la feuille de route de l'économie circulaire. Alors on ne peut pas trop vous donner d'éléments actuellement puisque cette loi va être débattue à l'automne 2019. Cependant, les textes de loi, de préparation de textes de loi qu'on a pu voir, on a pu comprendre qu'il y avait 3 titres dans cette loi. Donc, un premier titre qui concerne l'information du consommateur, un deuxième titre qui concerne la loi contre le gaspillage. C'est cette loi qui a été fortement médiatisée au printemps 2019. Et enfin, le troisième titre qui parle de la réduction de l'impact environnemental des plastiques et de la responsabilité des producteurs. Donc, cet article-ci dit que de nombreux nouveaux produits vont être soumis à des responsabilités élargies du producteur. Alors, avant d'aller dans le détail, on va rapidement vous expliquer ce que c'est qu'une REP, donc une responsabilité élargie du producteur. Donc, les filières REP sont en fait basées sur le principe ce qu'on appelle le pollueur-payeur, c'est-à-dire que les fabricants, les distributeurs ou les importateurs qui mettent sur le marché des produits qui génèrent des déchets sont légalement tenus de prendre en charge, notamment financièrement, la gestion de ces déchets. Donc la charte que vous voyez ici est issue d'un document que vous pouvez consulter sur le site de l'ADEME qui fait le point sur l'ensemble des REP actuels. Il existe 16 REP en France et vous voyez qu'il y a 3 codes couleurs différents pour les REP qui sont des filières européennes. Par exemple, la REP de l'emballage. Donc la REP de l'emballage, c'est les poubelles jaunes chez vous à la maison sur les emballages ménagers. Il y a des REP volontaires, typiquement les produits de l'agrofourniture. Donc, pour certains d'entre vous qui connaissez des agriculteurs, vous savez que dans l'agriculture, on collecte les plastiques. Cette collecte est organisée par Adivalor, qui est l'éco-organisme de l'agrofourniture. Et enfin, on a des filières françaises typiques de REP. Par exemple, la REP sur les bateaux de plaisance et de sport, qui est la dernière REP mise en action dans les dernières années. Donc, pour vous expliquer très rapidement comment fonctionnent les REP, on a choisi de vous parler un petit peu plus de la REP emballage ménager, puisque c'est la REP que nous connaissons tous simplement, puisque nous y contribuons également financièrement et également en termes de tri. Donc, on parle ici de la REP emballage et vous connaissez tous donc le petit signe ici, vous voyez donc ces flèches vertes et blanches qui se mordent la queue, qui est le fameux point vert. Donc on retrouve cet insigne-là sur les emballages et ça veut simplement dire que le metteur sur marché ou l'importateur du produit a bien payé l'éco-contribution due à la genèse d'un déchet à la fin de la consommation du produit qu'il met sur marché. Donc, cette éco-contribution est reversée à Citeo, qui est l'éco-organisme de la REP emballage ménager. Et Citeo, en fait, reverse cet argent aux collectivités locales pour organiser la collecte et le tri. Mais Citeo a également une mission de sensibilisation au tri pour s'assurer que les taux de recyclage augmentent. Et également, Citeo finance de la recherche et du développement. Donc voici très rapidement une explication de la REP emballage ménager. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette éco-contribution, donc la taxe, si vous voulez, qui est payée pour le point vert, est modulée. Donc on parle ici d'éco-modulation. Donc en fonction des produits, de la vertuosité des produits, Citeo applique un malus ou un bonus. Dans les malus, on retrouve par exemple des produits qui sont difficiles à recycler, comme des bouteilles PET avec des capsules en aluminium, par exemple. Et en termes de bonus, on retrouve les produits les plus vertueux, et il y a notamment un bonus qui a beaucoup fait parler de lui cette année, qui est le bonus de 50% pour l'intégration de 50% de polyéthylène recyclé post-consommation. Donc on retourne sur la loi sur la lutte contre le gaspillage. Donc on vous a dit tout à l'heure qu'on va avoir une apparition de nouvelles REP et les nouvelles REP vont concerner les emballages non pas ménagers mais professionnels, les produits ou les matériaux de construction
donc du secteur du bâtiment, les articles de sport et les articles de loisirs, les jouets et les articles de bricolage et de jardin. C'est du moins les informations que nous avons actuellement concernant cette nouvelle loi en devenir. Par ailleurs, il est important de noter que dans le titre 3 de cette loi, nous avons un paragraphe qui concerne l'autorisation que l'État se donne de demander un minimal d'incorporation de matières premières recyclées dans certains produits, notamment des produits en plastique. C'est-à-dire que certains produits en plastique vont devoir, dans le futur, avoir un minimum de matières premières recyclées à l'intérieur. Nous allons voir un petit peu pourquoi tout à l'heure. Donc, lorsqu'on passe de la dimension nationale à la dimension internationale, on comprend rapidement que l'action du gouvernement français se place en fait dans une action européenne globale qui a été générée à partir de 2017 et plus clairement lancée en 2018 par ce qu'on appelle la feuille de route européenne pour les plastiques. Donc, cette feuille de route a donné lieu à une série d'amendements et des directives dont certaines d'entre elles ont déjà été publiées. Alors au niveau des amendements, il y en a quelques-uns qu'il est quand même important de souligner ici, notamment l'amendement de 2018 sur la directive sur le packaging, puisqu'il a été mentionné dans cet amendement que les objectifs minimaux de recyclage doivent être de 50% en poids pour le plastique en 2025 et de 55% en poids pour le plastique en 2030. Vous vous rappelez qu'actuellement, on en est à environ 23%. C'est-à-dire que d'ici environ 5 ans, l'État français doit s'assurer que tout est fait pour pouvoir doubler la capacité et le recyclage effectif du plastique en France. Donc c'est quand même une directive qui va avoir de très fortes implications. Un deuxième amendement qui est important de souligner est l'amendement du 27 avril 2018 de la directive des déchets. Alors, pour faire simple, cet amendement dit qu'en 2030, il va falloir avoir quasiment 0% de plastique mis en décharge. Vous vous rappelez qu'on est encore à des pourcentages relativement significatifs actuellement. Donc ça aussi, ça peut être vu comme quelque chose de relativement difficile à mettre en place. Par contre, on s'attend à avoir quand même des conséquences positives par rapport au recyclage du plastique en France. Et enfin, il est important de noter ou de détailler ce qui est inscrit dans la directive SUP, qui est la directive qui concerne les plastiques à usage unique. Donc la manière dont l'Europe a fait ou a créé cette directive était une manière qui était quand même très intéressante à suivre, c'est-à-dire qu'elle part du constat de la pollution des plages. Donc l'Europe a organisé des études de comptage pour aller compter un petit peu quels sont les déchets en plastique les plus retrouvés sur les plages européennes et on a créé une liste, notamment comme vous voyez ici les bâtonnets de coton-tige, les couverts, les assiettes, les pailles, qui sont donc tous ces produits qu'elle voulait interdire le plus rapidement possible pour pouvoir du moins baisser le plus possible la pollution des plages. Donc ceci donne lieu à des interdictions de ces produits s'ils sont faits en plastique. Alors contrairement à la loi européenne la loi française Egalim qui autorise les plastiques biosourcés et compostables, ici la loi européenne, donc la directive SUP, interdit également les plastiques biosourcés ou compostables. Donc il faut savoir que si vous êtes un plasturgiste qui produit un de ces éléments-ci, vous n'aurez pas de recours en passant par des biosourcés ou du compostable. Du moins, ce n'est pas autorisé actuellement dans cette loi-ci. Alors après, il y a également des mesures qui sont importantes concernant les bouteilles pour boissons. Donc on parle ici exclusivement de PET. Et il est dit dans cette directive SUP qu'à compter de 2025, chaque bouteille de PET mise sur le marché devra contenir au moins 25% de PET recyclé. Et en 2030, on passera à au moins 30% de plastique recyclé. Donc, ceci vous explique le paragraphe dont on vous parlait tout à l'heure sur la loi anti-gaspillage, pardon. Et cette loi donnait donc l'autorisation au gouvernement de forcer l'incorporation de matières premières recyclées. C'est simplement une application de la directive SUP en ces termes-ci.
Alors, on arrive maintenant à la conclusion de ce webinaire. Nous espérons que ça vous a donné une première compréhension de ce qu'on appelle l'économie circulaire en plasturgie. Alors oui, c'est un petit peu réglementaire, mais on pense qu'il est très important de comprendre l'évolution des réglementations pour pouvoir se préparer au mieux aux changements majeurs qui se mettent en place actuellement dans le domaine de la plasturgie. Et on aimerait finir par ce graphique-ci, qui est un graphique qui vous donne les pronostics de croissance de l'industrie de la plasturgie dans le monde d'ici, vous voyez, environ 10 ans, hein, c'est pas très loin. Et ces pronostics ont été faits en 2016 et vous voyez que l'agence qui a fait ces pronostics prévoit une croissance de 40% de l'activité de la plasturgie dans le monde d'ici une dizaine d'années. Tout ça pour dire que les jours de la plasturgie sont relativement radieux en termes de production, en termes de marché. Par contre, il va falloir apprendre à produire différemment et en considérant non pas la linéarité, mais la circularité de l'économie. Merci beaucoup pour votre attention.